Eh ben, merci, Clotilde. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, on va faire un petit monitoring avec des éléments divers et variés, et sur lesquels, d'ailleurs, je vous demanderai votre avis notamment sur la production de France. Vous allez voir nous, on est en réflexion là-dessus, parce qu'on a fait une année 2024 qui est vraiment qui est assez particulière en termes de production. Mais donc, je vais vous donner des éléments assez épars sur lesquels on a travaillé récemment, et je pense qu'il y en a certains, ça peut peut-être apporter un peu d'eau à votre moulin. Alors, je vais commencer. Voilà. Alors, je vous donne un document que je vais me mettre à jour bientôt, mais je pense que je n'aurai pas de données avant le mois de juin, parce qu'ils les ont données assez tard. Je voulais vous montrer, alors ce sont des données de 2023, hein, je vous donnerai la même chose pour 2024, mais j'ai trouvé quand même déjà intéressant, je voulais vous montrer des éléments sur les moteurs, sur les productions de moteurs chez Renault et Stellantis. Alors, vous avez une répartition par typologie de moteur, diesel, essence, HEV, PHEV et BEV. Je vous donnerai un fichier complet. Vous allez voir, j'ai un beau fichier Excel, mais qui est absolument irreprésentable, parce que dedans, vous avez le détail par site de production, notamment. Et ce que je trouvais intéressant, vous voyez, regardez, quand vous regardez par exemple Renault, bon, Renault, en 23, je pense qu'on aura des chiffres à peu près équivalents l'année prochaine. C'est 1 677 000 moteurs à peu près évalués, produits. Il y en a 28% encore sur le diesel. Sur l'essence, on a 34 plus 21, ça fait donc 55. Pas beaucoup hein, sur le HEV. Alors, dans l'essence et dans le diesel, on a une répartition par nombre de cylindres. Donc, vous voyez, on va de 2 à 6, sachant que chez Renault, il n'y a pas 6, il n'y a pas 2. Il y a 3 cylindres, 4 cylindres pour l'essence. Le diesel, c'est que du 4. En HEV, on a levé le choix encore. Aujourd'hui, je pense que la répartition est en train de changer entre le 3 cylindres et le 4 cylindres. Et le PHEV, c'est un 4 cylindres, qui représente 72 000 moteurs, donc 4% des ventes. Et le BEV, c'était 102 000 moteurs. J'ai commencé à travailler là-dessus pour voir un peu ce qu'il faisait au niveau des moteurs électriques. Et le BEV, dans les données que je vais vous donner, vous verrez qu'ils n'ont pas mis, ces Markline, ils n'ont pas mis le lieu de production. Je pense qu'ils avaient des doutes et je pense qu'il y a plusieurs moteurs. Alors, j'ai creusé un peu, on devrait l'avoir pour 24 de manière explicite, mais ils n'ont pas affecté le BEV à un lieu de production particulier. Chez Stellantis, on a 3 200 000 moteurs, donc c'est Europe, hein, évidemment. Vous voyez qu'il y a toujours 31%, il y a plus d'1 million de moteurs diesel, parce qu'il y a évidemment, il y a un peu de la voiture chez Renault, du diesel sur les voitures, je pense qu'il n'y a plus grand-chose, il y en a peut-être du côté de Dacia. Et puis il y a tous les VUL surtout. Ouais, c'est pour ça qu'on a encore des volumes assez conséquents. Dans le fichier que vous avez, vous aurez le détail par moteur. On a toute la typologie de moteur, évidemment. Sur l'essence, alors comme Stellantis, ils ont fusionné avec FCA, on a encore un filet sur le 2 cylindres, hein, qui est un élément monté, je crois, sur la 500, du tout. On a du 3 et du 4. Vous voyez, le 3, c'est du 1,2 million. Alors, le 1,2 million, moi, il me fait penser c'est le PureTech, hein, évidemment, qui est mis à toutes les sauces. Turbo, pas turbo. Donc, vous voyez, le PureTech, ils l'ont lancé en 2013. Dès le départ, on a eu des bruits hein, sur cette histoire de courroie. Ça a commencé. Moi, j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de rappel que ça. Alors, on est entre nous, mais je crois qu'il me semble avoir lu. Ils avaient eu également des problèmes sur le 1,5 litre HDI à 2 niveaux. Un, l'alimentation en diesel se gèle avec le système de durée nécessite la démonte du réservoir, etc. Bon, ça c'est un point qui apparemment n'a pas reçu d'amélioration technique. Bon. Alors on recommande de mettre un antigel, mais quand la personne le met, j'ai vu des courriers dans la presse de clients qui avaient émis cet antigel, et PSA prend ça comme prétexte pour ne pas renforcer le changement de moteur en disant nous on ne préconise pas de rajouter un ajout, alors on ne sait pas quoi faire. Et c'est au niveau de la chaîne aussi qu'il y a un petit problème, parce que les deux arbres à cam sont reliés par une même chaîne alors qu'il y a une courroie à l'extérieur. Bon, ça apparemment ça a été réglé. Ils ont changé la taille de la chaîne, l'arbre à cam a été retravaillé, etc.
En revanche, au niveau du PureTech, donc jusqu'à l'an dernier, c'est le PureTech avec la courroie. Et vous voyez qu'ils en font à peu près 1 million par an. Donc on peut se dire qu'en 10 ans, ils ont dû en faire dans les combien? 15 millions. Donc j'avais lu qu'il y avait à peu près. Alors, je crois que Peugeot a dit qu'il y avait moins de 10% des moteurs diesel qui avaient le petit problème dont on parle. Mais PureTech, je n'ai pas eu de chiffre. J'ai entendu 500 000, on ne sait pas trop. Ce qui ne serait pas délirant. Parce que sur 15 millions de moteurs en 10 ans, qui en est 500 000, c'est même pas beaucoup finalement. Ouais. Hein, alors, en termes de. Je fais une parenthèse parce que nous, on a lancé cette semaine, ça n'a rien à voir avec ce que je vous présente là, mais un baromètre aftermarket où en fait, on va sortir tous les 3 mois une espèce d'analyse du marché très très fine. On a 70 produits sur tous les réseaux, on interroge 5000 consommateurs pour voir un peu comment ça se passe. Et on voit par exemple qu'on a un taux de changement de courroie qui est assez important. Il a notablement progressé. Et moi, je l'associe en partie au PureTech, puisque maintenant, chez PSA, ils recommandent, je crois, de faire la distrie tous les 60 000. Donc, c'était pas neutre. Sur un moteur qui est sur quasiment 90% des voitures, ou 85% chez PSA, en France, ils font 25, 20, je sais pas combien, 27% des ventes. Sur 10 ans, vous voyez, dans le parc, ça fait Et si vous changez, au lieu de le changer à 120 au début, voire plus, 150. Vous changez 3 fois quand vous arrivez à 200 000, alors que normalement, c'est même les dernières courroies, c'est 180, 200 000, on va dire, c'est 10 ans ou 12 ans. Là, ça a un impact sur l'argent, clairement. Bon, c'est une parenthèse, mais vous voyez, le niveau des moteurs. Le 4 cylindres, c'est assez étonnant, parce que quand je le regarde, le 4 cylindres, c'est celui qui est monté sur tous les... alors, c'est aussi celui qui est à la base des PHEV. C'est le 1,6 litre Prince, n'est-ce pas? Oui, avec BM, celui qui a été développé. C'est ça, qui est monté avec le turbo et avec donc, qui a eu beaucoup de problèmes il y a longtemps. Je pense qu'ils ont résolu, j'imagine, les problèmes. Mais c'est ce moteur-là encore. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que chez PSA, le diesel, il est sorti en 2015, 2017, je crois 2018, qui a été un peu un remanufacturé d'un moteur Ford de 2012. Et puis, les autres, le plus récent, c'est quand même des moteurs qui, globalement, sont de 2013, et voire le 4 cylindres beaucoup plus vieux. Vous voyez, bon. Donc, on a une répartition qui est comme ça, avec un nombre de BEV qui, là, pour le coup, est en Europe plus important. Moteur BEV, 338 000. Bon. Donc, quand on fait le total des deux, on a encore, c'est aussi ce que je voulais regarder, parce que quand on regarde les IMAT, elles s'effondrent, les IMAT de diesel, mais on oublie de prendre les VUL, hein. Et même si elles s'effondrent, les constructeurs français, ils sont encore, par rapport à d'autres, ils ont encore certains, Stellantis, il a une offre diesel, et je crois qu'il y réfléchit même à l'étendre un peu. Il a même relancé chez Citroën, il avait arrêté le berlingot diesel et ils l'ont relancé. Ils le remettent parce que c'est ce qu'ils vont. Parce que, non, ils perdent trop de temps. Et là, vu que les accords café, entre guillemets, les contraintes ont été élargies à 3 ans, moi je dis dans 3 ans, ils feront 5, et puis après, dans 5 ans, ils arrêteront parce que de toute façon, ils n'auront pas le quota. Je pense que chez eux, ils vont se dire, on va réfléchir, mais on va mettre du diesel, et peut-être même le HDI 175, qui est un bon moteur, sur leur grosse voiture, quand on joue un 5008, le moteur qui irait bien sur le 5008, c'est le HDI de 2 litres, en gros. Hein. Ouais, c'était ce qu'on avait avant. C'était ce qu'on avait avant, c'était ce que Volkswagen a gardé. Et la différence, je vous en parlerai après, parce que je regardais les productions entre le Tiguan, et à mon avis, il y a aussi ce facteur-là qui rentre en compte. Hein, c'est que 3 cylindres, ok. Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même au total 4 900 000 moteurs, quoi, pour l'Europe. C'est pas neutre. Si on regarde un petit peu, ou alors voilà, c'est là où je voulais en fait vous donner les infos, parce que pour nous, c'est ce qui nous intéressait le plus. Où sont produits les moteurs? En 100%. Alors, si je regarde Renault, le diesel, il est à 40% fait en France. Il y a une décomposition, je n'ai pas la décomposition entre Roumanie et Turquie, mais un tiers en Turquie et 27% en Espagne. Bon. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que chez Renault, d'après les données que me donne Markline, dans l'essence, j'ai que 4% des moteurs essence faits en France. Ils sont faits quasiment tous en Roumanie, Turquie, et un tiers en Espagne. Alors la question que je me pose, si ces chiffres sont bons, si vous me les validez, c'est de me dire, vu que demain, on va forcément avoir une attrition du diesel, le site France, je ne sais pas ce qu'il va faire chez Renault. Alors là, apparemment, il fait du HEV et il fait du PHEV. Là, les moteurs sont faits ici. Mais vous avez vu qu'avant, c'est pas... Donc j'imagine qu'il va y avoir
C'est peut-être aussi parce qu'en Roumanie, en Turquie, enfin, dans ces coins-là de l'Europe, ils vendent moins de HEV et de PHEV. Du coup, c'est les mêmes bases moteurs à la fin, Oui. HEV et PHEV. Ouais. Sauf que. C'est en fait en France. Voilà, aujourd'hui, en France, ils vendent un maximum de HEV et PHEV. Donc, ce qu'ils vendent en France, ils le produisent en France. Et ce qu'ils vendent sur les autres, ben, ils le produisent dans les pays low cost, ce qui paraît pas déconnant comme approche, quoi. Alors, moi, il y a un chiffre que je n'avais pas, mais qui pour nous intéresse dans notre démarche et dans notre Made in France, et qui explique bien des choses, c'est que regardez les moteurs. Hein, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de voitures. Vous savez que le Made in France, aujourd'hui, est considéré comme Made in France. À ce moment où vous avez 45% de la valeur ajoutée de la voiture. On est descendu à 45, on était à 65. Et rappelez-vous, à un moment, même à 65, l'Alpine ne l'avait pas eu, parce que la caisse donnait, je crois, Turin, le moteur, il venait de Nissan, enfin bref. Je pense qu'ils sont descendus à 45, c'est pas pour rien, et vous voyez que l'implication, elle est quand même importante. Alors, la question qu'il faudrait se poser, effectivement, c'est est-ce que les voitures Renault fabriquées en France ont un moteur qui est plutôt fabriqué en France? Là, ouais. Parce que regardez, quand vous prenez le total, bah, la France, ça représente plus que 25% des moteurs Renault. Alors, en voiture, on ne doit pas être très loin non plus de ce ratio-là. Hein. Je ne l'ai plus en tête, on l'avait vu la fois précédente. Bon. Mais donc, le premier pays, c'est Roumanie, Turquie, et l'Espagne arrive derrière. Donc là, nous, si vous voulez, notre combat qui est pour le local content, alors on le fait au niveau de l'Europe, parce que vu les règles, on ne peut pas les faire autrement, mais après, effectivement, l'idée, c'est quand même une fois qu'on impose un contenu local européen, il faut que la France soit compétitive pour qu'on soit dans les clous. Là, ça apparaît quand même de manière assez... Sur ce point-là, ça paraît quand même finalement logique avec leur split Ampère et Horse, où en fait, on a tout ce qui est Horse qui part du coup Roumanie, etc. Et puis l'Espagne... Sur le prochain, ce sera probablement de l'électrique, donc l'Espagne sera comme la France et il n'y aura plus trop de moteurs, en tout cas, si les choses ne changent pas avec le même cadre qu'on a aujourd'hui, ce qui est assez incertain. Et au final, en France, on a Ampère, les équipes françaises, c'est surtout Ampère, et on a les sites de production, d'assemblage, etc., qui, avec l'Electricity, donc c'est un peu le split qu'ils ont fait de recentrer la haute valeur électrique locale en France et peut-être de rapatrier certaines activités qui étaient prises en France, de mettre de côté ce qui est Horse et ce qui est ICE, on va dire. Après, c'est aussi leur façon de gérer le risque, de garder un peu de chaque côté. Comme ça, si jamais quelque chose change, ils peuvent, contrairement aux Allemands qui avaient fait des stratégies hyper strictes sur les noms, sur les prochains produits, eux, ils gardent un peu. Et chaque panier va grandir en fonction de ces stratégies. Il reste flex, quoi. C'est ça. Alors, si on regarde la même chose du côté de Stellantis, alors là, c'est un peu l'inverse. Enfin, non, c'est pas l'inverse, mais déjà, c'est encore plus marqué sur le diesel. Chez Stellantis, le diesel, il est vraiment France. C'est-à-dire, les 1 million et quelques de moteurs qu'ils font, 80% sont faits en France. Et il y a une petite partie en Italie, qui sont les diesels qui sont montés sur les... Donc, c'est les vieux sur les... C'est les vieux, c'est le style bio, voilà, sur les... Et sur une partie des utilitaires aussi. Ouais, bon. Non. Non. Même les petits, tu n'as plus De toute façon, le Ducato, il a toujours été avec un moteur Peugeot. D'accord. C'est le DW12, je crois, ou quelque chose comme ça. Et maintenant, ils sont tous sur les plateformes Stellantis, donc il n'y en a plus. D'accord. Il n'y en a plus. Les utilitaires, ils sont pour le coup, ils sont tous de l'ancienne. C'est tous des générations PSA maintenant. Il doit rester peut-être un peu de Doblo en Turquie. Mais il n'y est même pas là, donc à mon avis, non. À mon avis, c'est que des moteurs. C'est des moteurs sur les. Au contraire, sur leur base historique alpha, des trucs comme ça. Tu verras parce que dans le fichier, il y a le détail. On doit avoir d'ailleurs maintenant sur la rive de Stellantis, on doit pouvoir voir ce genre de choses parce qu'ils font la partie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la partie powertrain, mais moi je n'y suis pas, donc j'y suis plus, donc je regarde plus. Mais à mon avis, sur la partie powertrain, on doit avoir le split dans la rive. D'accord. Au niveau de l'essence, là aussi, la France, elle a encore 50%, 26% en Italie, 21% en Pologne. Alors ça, c'est nouveau. Et puis, il y a 3% qui ne savent pas où l'affecter, mais c'est des vieux moteurs. Vous allez voir, c'est vraiment des moteurs, je ne sais pas sur quelle voiture ils sont montés. Et sur le PHEV, donc 2023, il n'y a pas encore le HEV, on aura en 24 de Stellantis, quasiment 79% fait en France. Donc finalement, à la fin, chez Stellantis, on a encore 60% des moteurs fabriqués en France, contre 25% chez Renault. Le deuxième, c'est l'Italie, forcément 21%, et puis surtout la Pologne qui monte, il y a 14%. Et le UK, c'est la Dagenham,
un mot comme ça. Et ça, c'était en 2023. Et tu n'as pas les données d'avant? Si, je peux te donner 22. Parce qu'à mon avis, même d'autres années, parce que moi, à mon avis, la Pologne et l'Italie, depuis le merge, ils ont baissé parce qu'en fait, historiquement, PSA a toujours fait ses moteurs plutôt en France, quoi. Et à mon avis, c'est l'Italie qui est le reste, qui représente le reste du split. Parce que c'est pareil, hein. En UK, ils font que 2% parce que c'est vraiment à la marge. Tous les moteurs, ils viennent de Douai, pratiquement, avec ce qu'ils font maintenant en UK. D'ailleurs, je vois même pas quel type de moteur ils peuvent faire en UK pour Stellantis. Peut-être un moteur à la con pour. Je crois que c'est pas le 1.6. Non. J'ai pas ma feuille, c'est sur mon bureau. De toute façon, je vais vous l'envoyer. Parce que les usines moteurs, si tu n'as pas un minimum de volume, c'est quand même des sous-ensembles complexes, quoi. Mais tu vas pas en faire 3-4, quoi. Ou alors. Est-ce que c'est une usine qui ne partage pas avec un autre? Honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils font. Je sais pas si Alsmerport ils continuent à faire des moteurs ou s'ils ont des choses comme ça. Pour moi, Luton n'en faisait pas, mais. Je n'ai pas monté ma feuille. Mais c'est pas grave. C'est le moteur pour le petit utilitaire. C'est le moteur électrique pour le K9, tu crois? Non, les 2%. Ouais, alors on parle pas de la même chose, je parlais des 2% de diesel. Ah, 2% de diesel. Oui, c'est vrai, c'est du diesel. Non, je vois pas ce que ça peut être. Pour moi, c'est comme ils font le K0, je crois. Ils font K0, K9, mais enfin, ils font K9 que électrique à Alsmerport et ils arrêtent le K0 là. Du coup, si c'est 2023, c'était peut-être la fin du K0 en moteur, surtout si c'est du diesel. Ouais, mais je vois pas trop l'intérêt de se faire. La stratégie. Parce qu'en plus, ils faisaient 10 000 K0 à tout péter par mois là-bas. Bah, peut-être que sur les chiffres à jour et même aujourd'hui, c'est quasiment zéro. Ouais. Je suis surpris par le UK. Mais... Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui. En ligne, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question? Alors, on a ensuite, j'ai voulu regarder, vous savez, suite à la problématique des droits de douane qui sont là, qui ne sont pas là, etc. Je voulais voir un petit peu, puisque nous, les droits de douane européens, c'est surtout l'Allemagne que ça va concerner, parce que les autres produisent peu de voitures qui sortent d'Europe, à part les constructeurs de luxe. Il n'y a pas grand-chose. Et quand ça part, puis la typologie des voitures, ça part au Maghreb, ça part au Moyen-Orient, pas du tout aux États-Unis. Bon. Donc j'ai regardé un peu avec intracen.org, qui est un site qui donne le commerce, en fait, entre tous les pays, sur quasiment tous les produits. Et en fait, on a regardé du côté de l'Allemagne, cette fois-ci pour 2024, et on a vu, alors c'est tout produit terrestre. C'est-à-dire, dedans, il y a des voitures, il y a des tracteurs, il y a des motos, il y a pas de vélo. Il y a des trains, peut-être? Non, c'est que du transport sur route. Hein. Ah, que route sur route. Parce que les trains, ils non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas d'avion, pas de. Non, c'est que même du matériel, comment dire, de camion, du véhicule industriel, ce genre de choses. Et il y a également la pièce. Alors nous, la pièce, on est... Alors voilà, quand on regarde l'Allemagne, sur ce format-là, ils importent 7,6 milliards de la Chine, 8 des États-Unis, mais ils exportent 19,5 en Chine et 34 aux USA. Résultat des courses, ils ont avec la Chine une balance qui est positive d'à peu près 12 milliards et de 26 avec les États-Unis. Donc rien que sur ces deux pays, ça en fait 34 milliards de balance positive. Donc, eux, que ce soit d'un côté comme de l'autre, si demain on leur met des taxes, ils sont potentiellement les plus touchés. Donc, il y a quand même à risque quelque chose. Hein. Quand on regarde. En Allemagne, ils ne font pas que des voitures. Hein. Quand tu parles des camions et des trucs comme ça, nous, on n'en fait pas beaucoup ici. Hein. Mais tout ce qui est MAN, tout ce qui est. Scania, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Allemagne, mais il doit y en avoir aussi. Enfin, tous les gros camions, gros engins, c'est des gros spécialistes de ce genre de véhicule. Hein. Alors nous, on a regardé, on a mis un petit moment à calculer ça parce qu'on a regardé un petit peu la production aux États-Unis, bien évidemment, des constructeurs allemands. On a regardé la production, les ventes aux États-Unis, au Mexique, et puis pour voir, parce qu'il y a aussi une problématique par rapport à ce qui vient du Mexique. Mais on voulait individualiser ce qui potentiellement venait d'Europe. Alors, pour votre information, le groupe BMW, ils ont vendu 400 000 voitures l'an dernier aux États-Unis. 26 200 Mini, c'est minime.
371 000 BMW. Parmi ces BMW, globalement, il y a évidemment les SUV. Et les SUV, ils sont majoritairement fabriqués aux États-Unis, sauf le X1 et je crois le X2, mais ce n'est pas des très gros volumes. En revanche, les berlines, elles ne sont pas fabriquées au Mexique, elles ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Donc celles-là, elles viennent principalement d'Allemagne. C'est là-dessus que se fait le flux. Chez Mercedes, c'est à peu près pareil. En fait, eux, ils vendent à la limite beaucoup de SUV aux États-Unis. Et c'est à peu près la même problématique. C'est-à-dire, les SUV, il y en a une partie, il y a moins de modèles, mais il y a une partie des modèles fabriqués aux États-Unis. Et l'autre, en fait, les berlines viennent plutôt d'Europe. Audi, en revanche, c'est différent. Audi et Volkswagen, ils ont des grosses usines au Mexique et aussi aux États-Unis. Et ils ont une gamme qui est un peu plus large, ce qui fait qu'eux, globalement, ils importent moins d'Europe. Ils sont plutôt plus à produire localement. Ils vendent à peu près... Audi, ils font 200 000 voitures. Alors, le groupe Volkswagen fait 379 000 voitures au total, en vente aux États-Unis. Sur ces 376 000, je vais faire remarquer, il y a 76 000 Porsche, on en parlait au début. Donc là, il y a de la valeur, et ça vient d'Allemagne. Il n'y a pas d'autres usines. Audi, il y a un peu des deux, mais il y a pas mal d'Audi qui viennent, notamment certaines typologies, les e-tron, etc., qui ont des volumes assez pas neutres, qui sont faits en partie en Allemagne. En revanche, les Q5 viennent du Mexique, etc. Donc, quand on a regardé tous ces éléments, et je vous demande de nous croire sur parole, nous, on a estimé qu'en fait, on avait sur les 1 400 000 voitures allemandes vendues sur le marché américain, il y en avait à peu près 535 000 qui, pour nous, ne sont ni faites aux États-Unis, ni faites au Mexique, mais qui viennent d'ailleurs. Et là, je suppose clairement, je ne pense pas que ça vient de Chine, c'est d'Europe. Pas que d'Allemagne, parce que, alors c'est le cas de BMW, c'est que de l'Allemagne. Mercedes, vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait 75% de voitures, c'est plutôt de l'Allemagne vu la typologie, parce que des Vito, des trucs, ils n'en exportent pas beaucoup. Mais il y a peut-être un peu de voitures de Hongrie ou d'ailleurs. Volkswagen, c'est moins forcément le cas, parce qu'on sait qu'il y a un peu de la voiture produite en Slovaquie, un peu en Espagne, y compris des modèles qui sont exportés. Voilà. Mais je pense qu'il y a 80% de la voiture allemande, sur les 535 000. Donc ça veut quand même dire que quand on regarde ça, c'est pas neutre. Parce que quand on voit un prix moyen de 50 000 euros, avec Lucas, on avait fait que ça représentait combien? Dans les 20 000 mémoire. Ouais, multiplier 535 000 par à peu près 50 000, parce qu'il y a de la Porsche dedans. Il y a 76 000 Porsche qui, elles, à mon avis, sont plutôt à 80, vous voyez, prix de base, sans compter peut-être les options et tout le reste. Donc, ça fait quand même... donc, on voit qu'en fait, si demain... Alors, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer s'il émet, s'il n'émet pas. Mais s'il met 25%, alors peut-être que sur une Porsche GT4, vu le profil de l'acheteur, il s'en fout complètement. Il va payer 50 000 euros plus. Si, vous voyez, c'est de la voiture type classe série 5, pas mal, etc. Une série 5 qui prend 25%, ça peut commencer peut-être à poser problème. N'est-ce pas? Ouais, je pense qu'ils vont essayer de trouver une cote mal taillée. Ils vont essayer de taper... Donc, d'appliquer 10% et puis prendre le reste. Peut-être que ça sera, je pense que ce qu'ils cherchent, c'est que ça soit un facteur déclencheur pour produire localement. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Enfin, c'est compliqué parce que ce n'est pas des volumes immenses, vous voyez. Série 5, c'est 15 000 voitures, la série 7, c'est 7 000, la 8, 5 000. La série 2, 3, la 2, elle vient d'Europe, c'est que 15 000, la 3, c'est 30 000. Bon. Après, les X, à part le X1 qui a 27 000 et qui vient d'Europe, les autres, ils sont plutôt faits aux États-Unis. On pourra partager d'ailleurs. Oui, ça, on peut vous l'envoyer. Bon, chez Mercedes, c'est 374 000 voitures vendues aux États-Unis. Là aussi, ça se partage moitié-moitié. Donc, c'est quand même ils ont quand même 1 400 000 voitures, quoi, les États-Unis. Bon, pas énorme sur le marché, mais en valeur, c'est quand même pas mal. Et potentiellement, on voit que ça peut quand même les toucher. Voilà, il y a à peu près 500 000 voitures qui partent d'Europe vers les États-Unis. C'est un chiffre qu'il faut avoir. Alors, on vous a mis un petit résumé d'une superbe étude que Clotilde avait trouvée, faite par le cabinet Roland Berger, mais surtout par l'université de Aaron, je ne sais pas si je prononce bien, qui mettent à jour tous les ans sur une espèce d'analyse du marché de la batterie, de toutes ses composantes et de tous les éléments stratégiques qui sont liés
à l'évolution de ce marché du véhicule électrique. Alors, elle fait à peu près 80-90 pages en anglais, c'est un peu long à lire, mais je vous ai sorti quelques... On vous l'enverra. On vous l'envoie, mais je vous ai sorti quelques slides qui, à mon avis, sont intéressantes parce que c'est des données que nous, on se pose en permanence, puis on se donne des chiffres. Eux, quand ils prennent une voiture électrique, vous voyez, on se disait, nous, un tiers, parfois 40%, ça dépend. Eux, ils mettent à peu près 31%. Alors, ils ont quand même pondéré. Maintenant, vous voyez, ils ont mis une Tesla. Je pense que sur une Tesla, c'est sur une R5, à mon avis, ça va être un petit peu plus. Hein, forcément, plus la voiture est... Après, vous voyez, drivetrain, châssis, 8%, body, 12%, l'équipement, 16%. Ça, c'est un peu étonnant parce que c'est leur façon de penser l'équipement qui, à mon avis, n'est pas du tout celle qu'on a nous en tête. Parce que nous, l'équipement, il y en a dans le body, il y en a aussi dans le châssis, il y en a dans l'autre. Vous voyez je pense que là, il a drivetrain, pour moi, c'est de l'équipement. Hein. Bon, bref, on est partout là, donc on ne fait pas attention. Mais ça, je voulais vous la montrer pour la batterie. Donc, ça confirme les données qu'on a par rapport à ça. Là, j'ai trouvé assez intéressant par rapport à notre discussion qui consiste à dire le marché de la batterie, le marché du véhicule électrique, il a toute une série de freins aujourd'hui qu'on maîtrise très bien. Et notamment, il y en a un, c'est pas à mon avis le plus gros, mais il est important. C'est, vous voyez à gauche, ils ont mis sur le marché chinois, américain et en Europe, la typologie des véhicules vendus par rapport à leur autonomie. Par exemple, en Europe, vous avez 42% des voitures électriques vendues qui ont entre 300 et 130 km d'autonomie. 11% qui ont moins, qui sont entre 100 et 300. Typiquement, les petites voitures du segment B. 34% entre 500 et 700. Ça, c'est Dixit constructeur, on va dire. Et puis que 13% au-dessus de 700 km. Je ne vois pas trop lesquels, mais peut-être des XM ou des choses comme ça, parce que 700 km, il faut les faire. Et à droite, non, c'est l'inverse. C'est à droite le marché, pardon, excusez-moi. Pardon, oui, c'est à droite, je fais l'inverse. Et à gauche, c'est ce que les clients souhaitent. Voilà, on comprend, on inverse les choses, pardon. C'est qu'en fait, en Europe, on a 59% des batteries qui font, là c'est bon, entre 300 et 500, il n'y en a aucune qui fait plus de 700, peut-être une Tesla. Et le consommateur, quand on l'interroge, lui, ce qu'il voudrait, vous voyez, c'est qu'il y ait un décalage à gauche, c'est-à-dire qu'il y ait plus de voitures qui fassent plus de kilomètres. Plus de voitures, il aimerait acheter avec une quand on nous dit on roule différemment, c'est stupide de vouloir faire 700 km, c'est pas vrai. Il y a une partie des clients qui veulent, quand vous regardez, il y en a la moitié quasiment, qui veulent plus de 500 km d'autonomie. Et je peux le comprendre parce que, comme je vous l'ai dit, quand on regarde dans la pratique, il y a beaucoup de contraintes à la recharge. Si vous l'utilisez la nuit, le 15 janvier, ça va aller. Mais si vous êtes sur une aire d'autoroute, moi je l'ai vu là récemment, je l'ai bougé, ça m'a fait un peu sourire, il y avait une file d'attente pour voiture électrique. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être 10 bornes, 12 bornes, mais dans les week-ends, etc., il commence à y avoir un peu. Et on voit que très vite, on est saturé là-dessus. Hein. Donc c'est un problème quand même. Ça a 28 minutes en moyenne, 28 minutes de charge. Tu fais une queue de 3 voitures, tu as 1 heure de temps. C'est ça. Donc, je pense que vous avez vu que BYD a annoncé cette semaine qu'en 5 minutes, tu pourrais recharger ta 450 km en 5 minutes. Sauf qu'il faut un chargeur qui fait 1000 kW, je sais pas quoi, un truc. Ça, par contre, en infrastructure, c'est pas fait. Ouais. Ça va être compliqué. En infrastructure, après, c'est bien de faire la voiture, mais effectivement, si derrière, mais quoi, tu mets 10 000 Chinois qui pédalent pour fournir l'électricité aussi, parce que je peux dire, dans le réseau, là, si tu en alignes quelques-uns, le mec qui est en train de regarder la télé, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas assez de jumeaux, regarde, il n'y a pas de voiture. Ça dure que 5 minutes. Ça sert à bien. C'est un vrai sujet, le temps de charge. Mais oui. Un vrai sujet. Oui, mais déjà, je pense que c'est déjà une avancée et c'est les Chinois qui la proposent, quoi. Ouais, mais à mon avis, après, ils vont tester. Je ne suis pas certain qu'il faille être le premier sur ce marché-là. Ouais, attendre de voir venir, il vaut mieux laisser débugger. Hein. Parce que, mais encore une fois, au niveau des infrastructures, à un moment donné, comment tu vas faire, quoi? Parce que même dans les réseaux locaux, ils ne vont pas démarrer comme ça. La flexibilité dans l'énergie, c'est pas ça, quoi. Donc, quand tu vas te retrouver avec des gens qui vont tout de suite débiter tous en même temps, tu vas faire comment pour gérer ton réseau, quoi? Après, en Chine, ils ont beaucoup de centrales à charbon. Donc ouais, voilà. Non, mais d'accord. Si tu es sur le vieux monde, ok. Mais quand tu vas arriver dans le nouveau monde avec les centrales nucléaires, les éoliennes, les panneaux solaires, les choses comme ça, tu fais comment pour gérer ça?
entre ça et puis les mecs qui vont faire de l'hydrogène, c'est pareil, qui vont te pomper comme des malades. Les centres d'IA, là, qui vont te retrouver au cul des centrales pour pouvoir avoir des serveurs qui sont... à un moment donné, il va falloir que tu arbitres, quoi. Pour gérer nos 12 000 photos prises par jour, qui sont fondamentales, multipliées par 9 milliards d'êtres humains. C'est une vraie problématique et on doit toujours faire intervenir effectivement RTE pour qu'ils viennent nous faire un bilan et savoir si est-ce qu'on aura assez d'électricité pour un parc électrique. Ouais, mais il faut qu'ils viennent, mais avec l'esprit ouvert, quoi. Il ne faut pas qu'ils viennent avec la politique du oui, on va y arriver, machin. Plutôt comme ça. Non, il faut quelqu'un qui prenne le problème vraiment de manière une approche scientifique, quoi. On les a rencontrés, effectivement, à chaque fois, ils disent qu'il n'y a aucun problème, que c'est possible. Ils sont dans la ligne du parti, quoi. Oui, mais voilà, parce que honnêtement, c'est compliqué aujourd'hui quand on voit au niveau de l'énergie, on ne se rend pas compte, mais il y a tous les jours, on passe des fois à 2 doigts d'avoir des breakdowns. Et nous, on n'en a pas en France, en Europe, on en connaît peu, mais il y a des pays où ça existe, quoi. Et puis on le voit dans les entreprises. Dans les entreprises, on a de plus en plus de contrats avec EDF où ils nous disent attention, vous pouvez avoir des micro-coupures. Et puis la micro-coupure, avant, c'était rien, quoi. Maintenant, ça commence à être des micro-coupures 30 secondes, quoi. 30 secondes, c'est plus une micro-coupure, garçon. Je suis obligé d'arrêter tout mon système, là. Au Chili, ils ont eu un blackout. Et puis tu vas commencer en heure. Même en Chine, apparemment, ils n'en parlent pas, mais il y a régulièrement des blackouts dans différentes régions. Ils font pas les fiers sur le sujet. Et c'est pas étonnant, quoi. Donc, à mon avis, ce système-là, si on veut... pour moi, c'est difficilement viable en termes d'infrastructure. On est d'accord. Même en termes d'investissement. On voit comment on a du mal à investir déjà sur les centrales nucléaires. Ils te la facturent combien Ouais, parce que là, et puis en termes d'infrastructure, il faut mettre de l'argent au pot, quoi. Quelle ville, quelle région vont avoir l'argent pour mettre au pot? Parce que là, on ne parle pas de petites installations qui coûtent 2 francs 6 sous. Que pour envoyer autant de kilowatts, il va falloir dimensionner le bestiau un peu quand même. Ouais, c'est un début. Alors, il continue à nous dire que à un horizon très rapide, on devrait, et maintenant ça fait des années qu'on nous dit ça, donc il y a eu une petite baisse, mais pas autant que ça, on devrait passer d'un kilowattheure qui aujourd'hui est à peu près, alors sur des batteries type HI, qui sont les plus courantes aujourd'hui, de $110 de kilowattheure à 70-90 assez rapidement. Et ce qui est intéressant quand vous regardez, qu'est-ce qui permet ça? C'est pas tellement les cellules, la matière première, c'est plutôt, en fait, et c'est ce que dit également l'AIA, l'Agence internationale de l'énergie, dans tous ses rapports, c'est plutôt l'amélioration dans la production de batteries. Produire en grand nombre, on s'améliore, on scrape moins, etc. Donc, en fait, c'est un processus industriel, mais qui n'est pas du tout lié au coût des mines, etc. Parce qu'on est peut-être même on aura peut-être même des surprises à ce niveau-là, avec des coûts qui ne vont pas du tout baisser. Certains disent... non, moi je ne vois pas comment ça peut se baisser. Je vois pas comment... Il y en aura de moins en moins, ça peut faire qu'augmenter. Ce qui est inquiétant, c'est que l'organe batterie devient l'organe qui peut rapporter le plus pour celui qui a la main. Si c'est 40% du prix du véhicule, tu te retrouves quand même, si tu n'as pas la main sur l'organe, tu vas avoir des problèmes sur le reste des pièces. Quand même, tu marches sur le véhicule. Sinon, il n'y a pas de sens de faire des véhicules. Alors voilà, il décompose un petit peu les améliorations qu'ils vont faire, n'est-ce pas? C'est principalement lié au mode de production. Donc, mais ça ne fait pas une baisse, elle est déjà moins importante que celle qu'on nous annonçait il y a quelques années. Là, on est sur 15-20% de baisse, quoi. Pas plus. Je vois pas comment on parlait des mines tout à l'heure, mais on parle aussi de l'écologie. À un moment donné, ils vont se rendre compte que d'exploiter des mines, c'est encore plus polluant que de balancer du CO2, quoi. Donc à un moment donné, c'est toujours une histoire d'arbitrage. On est toujours dans les arbitrages. À un moment donné, ils vont devoir réarbitrer à ce niveau-là, quoi. Exactement. Alors là, il fait un élément assez intéressant et assez drôle que je trouve plutôt bien fait, où ils mettent en fait les différentes technologies. Donc il y a le LFP, puis il y en a une que j'ai découverte qu'ils appellent le NA-ion. dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à présent. Et on voit par exemple donc, l'intensité énergétique au litre de chacune de ces technologies, vous voyez.
Et en gros, alors la moins chère, c'est évidemment LFP, NION, mais une intensité qui est vraiment très faible, ce qui fait que ce sont des batteries qui, pour 1 kg, en fait, vous donnent 3 fois moins, 2 fois moins, ça dépend, d'énergie que celle qui est la plus chère, qui est NiRiCH. Vous voyez? Donc, après, il y a un taux de dispersion également de l'énergie. Il y a des coûts de production. Alors, évidemment, celle qui a le moins d'intensité, elle est 30 ou 40% moins chère que la plus technologique. Et on voit qu'effectivement, derrière cette typologie de batterie, il y a une typologie de véhicule premium, voitures moyennes, on va dire, et puis des entry et des voitures les moins chères. Et donc, ça veut dire que pour celui qui veut, et je reboucle avec la slide qu'on avait vu avant, faire du kilométrage, il n'y a pas le choix, il ne peut pas prendre un truc à LFP, parce que sinon il y aura une batterie de 800 kg ou d'une tonne. Donc finalement, ça veut dire que pour les longs kilométrages, eh ben, on est toujours, et on va rester, sur des voitures qui ont des technologies chères, si elles ne veulent pas peser 3,5 tonnes. Et il n'y a pas tellement de gain de prix à imaginer de ce côté-là, parce que c'est une technologie qui sera de toute façon onéreuse. Alors certes, on va pouvoir avoir quelque chose de moins cher, mais alors là, pour le coup, ce sont des voitures qui seront, quand on met une tri, qui seront forcément typées beaucoup plus seconde voiture, ou en tous les cas, usage autour de la maison et machin. Vous voyez? Finalement, on reste là-dedans. En tout cas, quoi. Exactement. Mais c'est clair que ça va pas pour le long range. Exactement. Alors, quand on nous dit la batterie solide, etc., ben, c'est pas pour tout le monde, la batterie solide. Ça sera le trajet moyen d'un Français pour aller au travail, par exemple. La plupart du temps, en fait, c'est ce que tu fais au travail, il peut déplacer. Il n'est pas énorme, hein. Je crois que c'est 50 km. Donc, si tu as des gens qui te disent je veux une voiture qui fait 700 parce que je pars 3 fois en vacances dans l'année, c'est presque une erreur. Après, c'est les gens, ils sont pas les gens veulent être libres, en fait. Ça revient sur la slide d'avant, avec la volonté de kilométrage par rapport à ce qu'on fait. Et surtout, en fait, ce qui serait marrant, c'est de mettre cette volonté de kilométrage par rapport à ce qu'on fait dans l'année. Si c'est effectivement pour faire une fois dans l'année, voire tous les 2 ans, plus de 500 bornes, autant prendre une loc. Oui. Non, mais même au quotidien, on veut des voitures de 2 tonnes. C'est d'ailleurs que l'Europe n'a pas compris. En fait, il faut éduquer les consommateurs aussi. Ou en tout cas leur donner les clés de compréhension. Il faut peut-être être plus réaliste sur le mix, à se dire, comme il y a des rumeurs de dire peut-être finalement 2035, il y aura de l'hybride, des choses comme ça, du plug-in. Peut-être que l'hybride, ce sera un moindre mal pour les gros rouleurs qui ont des grandes distances. Ce sera plus le diesel où on fait 1000 bornes sans faire le plein. Ce sera un peu en entre-deux. Et puis la plupart des gens en France qui font 40-50 bornes, la moindre petite batterie branchée sur, on enlève l'iPhone et on met la voiture et ça fait le boulot pour. Oui, sauf que effectivement le consommateur se dit s'il a sa voiture en LOA et qu'il paye déjà en leasing 450-500 € sa voiture électrique, il n'a pas envie en plus de rajouter, il a envie que ça puisse faire tous ses usages, que ce soit ses parcours pour aller mais au travail. Que le modèle il reste à trouver encore. Moi, je pense que le modèle on l'a pas encore trouvé. 500 € par mois, effectivement, tous les mois, tu n'as pas de voiture de fonction, tu n'as pas envie de rajouter après pour partir en vacances 15 jours, rajouter 500 € de location de voiture. C'est un budget en fait que tu dois prendre en plus dans tes vacances que tu as envie de faire autre chose. Mais c'est ce que les constructeurs ils n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui le modèle de financement il doit aussi être, c'est aussi un modèle de la vieille école quoi. Il doit aussi être revu. Payer 500 € pour une voiture que tu vas pas utiliser la majorité du temps, ça va pas. Ou alors il faut maintenant que tu puisses donner du flex quoi. Que tu puisses offrir du 500 € en disant ça sera cette voiture la majorité du temps et pendant un temps donné tu dois en prendre une autre ou le problème après ça va être de gérer les flux, hein. C'est toujours pareil, au mois d'août tout le monde va vouloir la grosse et puis toutes les petites c'est comme les loueurs de voitures quoi. On va avoir les voitures, les parkings pleins pendant une période et puis après toi tu vas arriver non il n'y a plus de voitures hein. Quand tu as un PHE, vous en prenez 2, vous divisez en 2. Oui, et au moins tu l'utilises quand tu veux partir en vacances. Et c'est pour ça que le PHEV, quand on regarde au niveau du marché, il fonctionne très très bien. C'était une jolie niche fiscale aussi. On trimballe de voitures. Après, il y a aussi l'idée de se dire on trimballe 100% du temps en fait, un moteur qui ne sert à rien. Exactement. En tout cas, powertrain. Ou inversement, quand tu roules à l'essence, tu te trimbales une batterie de 200 ou 300 kg. C'est une problématique en réparation de deux moteurs. Un coup, c'est un moteur qui tombe en panne.
Alors là, ils donnent une petite information, ils appellent ça le roadmap, je trouve qui est bien fait. C'est qu'en fait, vous avez, en fonction des différents types de batteries, alors qui sont très complexes, hein, parce qu'on parle de batteries électriques, mais en fait, il y a plein de combinaisons d'alliages différents, de matériaux différents, bon, qui sont plus ou moins onéreuses. Et en fait, là, ils vous mettent à droite. Alors, quand elle a commencé, donc certaines comme N1008 Series, la NCA, c'est la batterie la plus ancienne. La LFP aussi, d'ailleurs, on nous en parle beaucoup, mais on voit que c'est une des batteries en fait, qui est des premières qu'ils ont sorties. Et vous voyez après que d'autres technologies sont soit déjà en vente, soit vont arriver en 26, 27, et notamment certaines de MN riches, et puis celles qui sont plus haut. Et en fait, celles qui sont plus haut, vous voyez, c'est celles avec lesquelles vous faites le plus de kilomètres derrière. Alors, je ne sais plus ce que c'est à vous dire, WH, j'ai regardé hier et j'ai évidemment oublié. C'est le taux de déchargement, mais c'est de la batterie, quoi, à l'usage, en gros. Ce qui est important, c'est de voir le rapport entre le bas et le haut. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as une NA Ion, qui est la plus basique et la moins chère, ou même une LFP, tu es entre 2 fois et 2 fois et demi. Les batteries qu'on va avoir demain, qui seront des batteries solides que vous voyez en haut, polymère, oxyde ou sulfite. Alors ça, ne me demandez pas ce que c'est, mais globalement, c'est ça. Mais évidemment, avec des prix qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, on retombe là-dessus. Et ça, c'est des batteries, vous voyez, qu'on nous avait annoncées pour 2030. Et puis apparemment, en 26, ça devrait commencer. Voilà. Et puis, c'est un avis tout à l'heure qui est important. C'est la consommation en eau qu'il faut pour pouvoir faire ces batteries. J'ai dit qu'il fallait 500, c'est bien ça ce que je t'ai dit, mètres cubes d'eau pour sortir une tonne de lithium. Et les Américains, s'ils veulent aller chez les Canadiens en ce moment, c'est pas gratuit. Hein. Oui, c'est clair. Ouais, c'est bon. Alors ça, je trouvais ça étonnant. Ils ont décomposé sur une batterie la valeur ajoutée des différentes étapes. Et vous voyez, ils mettent l'assemblage et le self-finalization comme étant quelque chose, 6 plus 7, ça fait 13, qui fait peut-être 55% de la valeur ajoutée, alors que les étapes précédentes qui sont liées au mining, etc., l'extraction de monnaie, est plus légère. C'est une question qu'on se posait souvent, nous. Vous voyez? Moi, je sais que, puisque nous, en gros, en Europe, on est sur le 6 et le 7, là, on est juste à la fin. On ne produit pas ce qu'il y a avant. C'est du traitement qui est complètement fait en Chine. Et là, quand vous regardez en dollars, donc c'est par gigawatt, et ben vous avez, je vous dis, 55%. Voilà, alors c'est un truc à avoir en tête, c'est que les dernières phases du traitement, qui sont celles de la mise en, j'allais dire, de la mise en bouteille de l'énergie, effraient plus de la moitié de la valeur ajoutée du produit de la batterie à la fin, donc de son coût. C'est bon à savoir. Vous voyez ? C'est bon à savoir. Parce que moi, je pensais que c'était plus faible que ça. Je m'étais mis dans l'idée que c'était peut-être. En fait, c'est pour ça qu'ils voient une amélioration potentielle du prix. Parce qu'en fait, c'est ces deux postes-là qui voient baisser à l'avenir. Effectivement, quand on assemble, on sait quand on a des effets d'échelle qui impactent directement. À la finalisation, c'est pareil. On a des effets d'échelle qui ont des impacts très forts. La question, c'est comment vont augmenter les coûts qui sont en amont. C'est ça. Et puis là, du coup, c'est en Europe, parce que du coup, tu n'as pas la même chose pour, en Chine. Et puis, je dirais qu'il y a aussi de la projection volontariste, là, parce que si, tu vois, c'est comme tout ce qu'on entend dans tous les domaines. On ne va pas faire de digression, mais effectivement, si tu pars du principe que tu mets un biais ou que tu t'interroges sur l'élément dont tu viens de parler, ton modèle, il tombe à l'eau. Parce que là, tu te dis, mince, si jamais demain, ça part en sucette au niveau de la création, moi, je peux raconter tout ce que je veux, là, pour fournir... pour leur dire oui, on va s'améliorer, on va baisser le prix de 20% comme tout à l'heure, le truc, je ne l'aurai pas. Et en plus, là-dessus, je maîtrise rien. Il peut y avoir un changement de gouvernement, des problèmes locaux, une réaffectation tu vois, pourquoi est-ce que certains pays chez qui il manque toute une série de choses, ils les utiliseraient pour fabriquer, pour sortir du lithium, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Alors, je sais bien qu'il y a des ressources, mais tu vois, après, il y a des problèmes, je dirais, sociaux, économiques qu'il faut prendre en compte, hein, et géologiques. Et quand on parle notamment, tu vois, par exemple, de l'exploitation demain des nodules en mer, c'est très cher les nodules. Hein, parce qu'il faut aller les chercher. Si on n'y va pas, c'est parce que faut aller à 3-4 000 mètres. Et c'est pas pour rien, c'est pas. Donc, effectivement, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que ça correspond sans doute peut-être à une photo d'aujourd'hui, mais ça peut déraper complètement. Il faut des gigafactories modulables. Pas travailler que sur une techno. En plus. Le problème qu'on a vu avec Northvolt, c'est justement, ils ont bossé sur une techno avec des briques qui ne sont pas modulables. Donc, c'est pas évolutif, donc du coup, tu te détruis ce que tu as fait. Tu repars de zéro.
Donc avec une destruction de 13 milliards. Donc tu fais un investissement. Ouais. Ça, c'est dangereux. Ton investissement, tu le mets dans l'eau. Ouais. Si vraiment il n'est pas modulable, si tu ne peux pas évoluer avec la techno, t'es mort. Les gigafactories. Incroyable. Ouais. Alors, je vous ai mis quand même 2 petits éléments, mais ça, je pourrais vous donner les productions. On les a maintenant par modèle. Alors, certaines, on les travaille dans le cadre du GEP. Mais ce qui me plaisait, c'est que je voulais comparer un peu uniquement en jaune. En vert, j'ai mis la Renault, parce que un petit côté affectif, mais le blanc, c'est des véhicules français, et en jaune, c'est des véhicules du groupe Volkswagen. Parmi les premières productions européennes dans le segment A, vous voyez, c'est français, enfin, c'est Stellantis, c'est Fiat. Les autres sont. D'ailleurs, il n'y a plus personne en Europe là-dessus. Quand on regarde. Alors, il manque le Duster, hein, c'est le seul élément qui manque. Ils n'ont pas la production du Duster, je ne sais pas pourquoi. Quand on regarde dans les voitures du segment B, la Sandero, c'est de loin la voiture la plus produite. Quand je mets. Elle est faite au Maroc, mais 307 000. Derrière, il y a la Clio qui maintient bien. Après, c'est le classement qu'on a. C'est à peu près le classement qu'on a. Mais il est, je trouve, assez intéressant parce qu'on voit que Volkswagen, pour le coup, Polo, Fabia, Ibiza, sont sensiblement en retard par rapport à Stellantis. Alors, Renault, la 5, on en regardait ça, c'est que 15 000 productions l'année dernière. Apparemment, on est dans les 5-6 000 par mois. Bon, je ne sais plus qui avait parlé de 400 000, tu sais, on faut faire attention. Mais ça part bien, mais c'est quand même des tout petits volumes encore. De rien. Oui, mais et même dans les ventes européennes, là, on voit que les nouveaux modèles viennent prendre des parts de marché à d'autres modèles électriques, mais ils n'augmentent pas considérablement les ventes de l'électrique. Ouais. La Fiat 500, c'est la 500... avec tout dedans. C'est tout dedans. Électrique et... Ouais. Donc, on a 80 000 en Italie, je crois, 50 000 à Italie, comme ça. Et la Panda, là, c'est la nouvelle F1H ou c'est... Non, c'est les 2 Pandas. Non, mais la Panda, elle n'a pas commencé encore. Elle va commencer cette année. Donc... ils ont dû faire, ils en ont fait un peu. En F1H 5 000, non? Rien du tout en 24? D'accord. Oui, je crois qu'ils ont démarré. Hein. Ils démarrent là maintenant. Non, on est sur Panda. Ils en font. Là, ils commencent à en faire, mais ils rament les pauvres. Hein. J'ai vu sur un blog d'un journaliste italien, là, il disait je peux regarder d'ailleurs. Qu'il y avait des salariés de Maserati, parce que Maserati produit plus grand-chose, là. Il leur avait proposé d'aller en Serbie pour fabriquer des pandas. Des pandas, en Serbie en plus. Oui, oui. La panda, elle est faite en Serbie. Oui, mais ça va leur plaire de passer. Oui, ils vont partir. Voilà. Il faut être flexible, on vient de te le dire. Là, t'es voilà, t'es trop rigide, toi. Regarde, ouvre un peu. Il faut voyager, la Serbie. Mais oui, c'est sympa. Bon, de temps en temps, tu te fais bombarder. Faire attention. Tu regardes bien en l'air. Parce que là, regarde sur Telegram, il y a des bons tutos. T'es dans l'axe du mal, ça, bien attention. C'est pas trop. La Golf, encore 250 000. Hein. Ça, même, je crois que les Allemands sont surpris. Mais on en prend encore. Hein. Oui, 250 000. L'Octavia, les amis. Alors ça, pourquoi j'ai mis ça? Parce que regardez, 165 000 l'Octavia. 74 000 la Superbe. Et nous, la 508, on est à 9 000. Il y a 40 ans de ça, une 605, etc., on montait 100 000 par an. L'Octavia, ils n'avaient même pas de voiture. Skoda et Volkswagen, ils avaient la Passat. Là, la Passat, elle est encore à 105 000. C'est étonnant de voir que sur ce type de voiture-là, les Français, on a vraiment décroché. On a beaucoup de locations et de presse. Ouais, moi, j'ai un copain, il a changé tout le contrat pour les Skoda Super. Voilà. Pas pour les 500. Il a zéro souci. Il a zéro souci. Après, il a eu, hein. Il a zéro souci. La 508 aujourd'hui, c'est un des plus beaux coups de crayon des dernières années. Mais elle a que ça, il n'y a pas de place dedans. Ouais, elle est horriblement. Elle est chère. J'abuse un peu, mais c'est une allemande en prix. Ouais. C'est pas. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont supprimer quasiment tous les moteurs du PHEV. Ouais. Du coup, elle est à un ticket d'entrée à plus de 50 000 euros. Une Octavia à 50 000 euros, elle est full option, il y a plus de place, elle est plus facile à garer. C'est une Volkswagen, entre guillemets. Et voilà. Mais à la fin, ça fait un sacré écart. Hein. Et alors, regardez du côté. Alors, ils font encore 100 000 typos. Alors, moi, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que l'Astra se produit plus que la 308. En France, tu vois aucune Astra dans les rues. Non, mais ça marche super bien à l'Est. Hein. Voilà. Opel, ils cartonnent à l'Est avec cette voiture. C'est leur Golf à eux. Quoi. Non, c'est étonnant. Si tu prends les derniers chiffres, la Corsa, ça cartonne. Ouais. T'envoies un paquet de Corsa. Oui. 191. Non, et puis moi, j'ai toujours été vachement plus surpris par
Celle qui est faite à Poissy, là, les volumes qui sortent sur la. Ah, sur la Moka? La Moka 90 000. Ouais. 90 000, je suis surpris quand même, parce qu'ils sont sur les plates-bandes de toutes les bagnoles. C'est une bagnole, elle n'a pas vraiment d'espace, quoi. Ils arrivent quand même. Et là, 90 000, mais ils en ont sorti 120 000 en 2022. Parce que là, elle arrive un peu sur la fin, mais ils en ont sorti un paquet de caisses quand même, comme ça. Alors qu'elle est sur un segment, enfin en France, ou on va dire en Europe de l'Ouest, tu as du mal à identifier le segment quand même. En France, c'est le 2008 qui travaille. Bah, c'est entre le 2008 et le 3008, elle est un peu à mi-chemin entre les deux. En plus, il y avait le Crossland à l'époque qui était un peu comme le C3 Aircross, qui était pas très loin et qui faisait. Et vous voyez que là-dessus, alors la Mégane, il y a de tout. Il y a l'électrique et il y a pas électrique. L'électrique, on est à peine à, écoutez, je crois, 27 000 voitures en baisse, il me semble. Il me semble que c'est. Et il me semble que c'est ça. Ce que je trouve, alors moi, en revanche, alors, j'ai pas la 3008 là-dessus. C'est pas normal. Et j'ai pas le 5008. Écoutez, je vais vous le rajouter parce qu'en fait, je l'avais sorti pour ces deux voitures et je ne les ai pas mis. Mais en gros, on est sur un Tiguan qui a 220 000 par an et on est sur une 3008, 5008 qui a à peu près à 160 000. Vous voyez? Quand même un peu décroché par rapport au Tiguan. À mon avis, on parlait tout à l'heure de la 508, le nouveau 3008, il est dans la même veine. C'est-à-dire qu'il va se battre sur un marché sur lequel il n'arrive pas en position de force et il risque peut-être de taper le mur. Il y a eu des prises de direction, on va dire, sur les derniers modèles, un peu clivantes. Là où le nouveau Tiguan, il est consensuel et c'est un marché Octavia, Golf, etc. Ça se plaît parce que je ne vais pas dire que ça ressemble à rien, mais c'est. C'est pas partout. Fait une voiture la plus standard, mixée comme à l'époque, c'était la Focus, qui avait été une énorme étude de marché de toutes les tendances. Donc, ils avaient fait un mix un peu bizarre, et puis c'était la voiture parfaite pour l'humanoïde. La 3008, elle a un peu de caractère. Du coup, ça impacte l'espace à bord, le design, etc. L'arrière, c'est un peu particulier. Ouais, puis elle n'est pas donnée, encore une fois. Elle va marcher sur des plates-bandes quand même de mecs qui ont des Q5, de mecs qui ont ou éventuellement des Q4, des X3, des Tiguan, des choses comme ça. Le mec qui a un Tiguan, tu lui enlèveras pas son Tiguan, quoi. Le mec, quand il va racheter, quand il va changer de bagnole. Et elle n'a plus de diesel. Moi, je me demande s'ils n'auraient pas intérêt à remettre un peu de diesel sur le 3008, parce que. Je pense que aussi. Bah, je pense que pour aller chercher le Tiguan. Bon, non, à mon avis, ils ont deux questions là. Le prix et effectivement la gamme, la motorisation. Quoi. On a Jonathan Ba qui nous précise que il fournit les deux modèles 308 et Astra et qu'il il y a plus de 308 que de Astra. Alors peut-être que Markline, on va l'estimer. On va lui donner Markline. J'étais étonné aussi. Bon, on vérifiera. Dernier point sur lequel je vous laisse, mais ça fera l'introduction pour le futur GP, parce que là, j'ai mon président encore on va préparer une conférence de presse qui va donner début avril, et nous, c'est vraiment là-dessus qui revient en permanence. Vous voyez, il y a eu un gros dossier des Échos hier, on a juste imprimé la photo, sur laquelle il faut qu'on se voit. On va vous donner une date pour le prochain GP. On avait pensé au 15 mai, on n'est pas sûr de la date, on va vous l'envoyer, et qui quand même nous, finalement, nous inquiète quand même sacrément. Parce que vous voyez, le niveau de prod, alors, je ne sais pas d'où ils sortent, on va regarder si c'est. Je trouve que Rennes, à mon avis, je les vois un peu bas, mais quand même 66 000 voitures, si c'est vrai, il y a tout le C5 qui est fait là-bas. Non, mais il n'y a que le C5 Aircross qui est fait là-bas. Et là, il est en fin de vie, quand même. Il va être remplacé là, cette année. Ils ont quand même du mal à le vendre. Ils ont quand même. Mais est-ce qu'ils vont maintenir Rennes Regarde un peu, le nouveau, en tout cas, il est prévu là-bas. Ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Après, c'est la transition, peut-être qu'il va la faire. Regarde le truc, quoi. Flamme, c'est fini, moins 86 000, moins 85%. Poissy, moins 40%. Ouais, mais après, Poissy, par contre, ils sont en vrai danger. Je voulais revenir sur Rennes. Rennes, c'est pas Poissy. Rennes, ils ont un capacitaire de 100 000 bagnoles, 110 000 bagnoles, le vent dans le dos, mais vraiment à fond. Ils ne peuvent pas aller plus haut, quoi. À Poissy, ils ont déjà sorti 400 000 bagnoles quand même. Ouais. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même échelle. Je veux dire, sortir un C5 à Rennes, même si tu en sors 80 000, 100 000, tu arrives à faire vivre le site. Sortir 100 000 bagnoles à Poissy, même si c'est des Moka, tu ne payes pas tout le monde, quoi. Donc, surtout, ça fait complètement écho à ce qu'on a vu la dernière fois. C'était il y a un mois où on avait fait la production. Et sur les
sur le footprint des constructeurs. Là où Renault commençait à être, enfin, il y a une réorganisation des sites, donc ils sont centrés, ils ont réorganisé leurs activités. Et puis là, ça se voit, en fait, je ne sais pas si c'est cohérent, mais en tout cas, il y a quelques sites, ils ne sont pas trop mauvais en chiffres, c'est pas catastrophique, et puis il y a une stratégie autour de ça. Renault, oui, Renault. Il y a un vrai pôle en plus, ils ont vraiment un vrai pôle dans le Nord où ils ont les fournisseurs qui sont en plus, vraiment, ça peut rayonner, ça peut faire. Ils cherchent du 300 km autour, là où Stellantis, c'est l'exemple de ce qui était dit la dernière fois, ce que vous avez dit la dernière fois, de dire, bah, en fait, ils ont énormément de sites partout, il y a un chantier en fait qui est à faire. Renault, ils ont déjà fait à peu près leur chantier, donc ça se voit là. Stellantis, pas encore. Je crains les résultats du chantier. Surtout que c'est les Italiens maintenant qui mènent la barre. Heureusement que le site Toyota, lui, est toujours avec près de 280 000 Toyota, donc plutôt bon et en progression. Mais sinon, effectivement, c'est compliqué. C'est qui fait le plus de voitures en France? Un japonais. Bientôt un chinois. Alors, tu vois, la part de la France dans l'UE, je ne pense pas qu'il y ait le UK. Elle est passée de 11, qui était déjà pas fameux. On était remonté à 12, et là, on est à 7,5. Et donc, ça fait écho effectivement à un gros sujet qu'on défend à Tchèque et le local content. Et d'ailleurs, on vous a interrogé dessus. Alors, si vous n'avez pas répondu, on fait une enquête justement pour pouvoir vous défendre auprès des pouvoirs publics et pouvoir essayer de promouvoir le local content. Là, on a vraiment besoin de vos résultats parce que quand on voit ça, effectivement, chez Stellantis, on se dit voilà quoi. Donc, on a l'impression qu'ils ont engagé déjà des sourcings et que ça risque d'être compliqué pour les équipementiers. Et puis alors nous, quand on regarde aujourd'hui, je regarde ça là, sur le malus, les voitures qu'on produit en France qui ne sont pas forcément achevées ou qui sont plus chères, elles sont toutes malusées, quoi, alors que c'est des voitures familiales, quoi. Il y a un problème là. Ça explique évidemment pas tout, mais je dirais qu'il faudrait qu'il y ait un petit coup de pouce. Tu vois, tout de suite avec 2000, 2500 euros de malus sur un véhicule qui est un C5 diesel. Après, il faut être honnête, hein, le pouvoir d'achat, il est plutôt en France, en Europe, il est plutôt en France, en Allemagne. Si tu n'arrives pas à vendre tes voitures à fort pouvoir d'achat en France, je veux dire, tu ne vas pas les vendre en République tchèque ou en Pologne, quoi. Donc, on a vu qu'il voulait tout revoir, là, tout remettre sur la table, tu sais, entre les malus au poids, machin, on n'y comprend plus rien. Et peut-être faire, entre guillemets, une opération qui soit commune à toute l'Europe. C'est ce que demandent aussi des constructeurs. Ça ferait sens. Hein. Enfin, il faut serrer les rangs maintenant. Parce que les Américains, les Chinois, ils serrent les rangs, les Russes, pareil. Non, mais il faut être honnête, quoi. Les Européens, s'ils ne commencent pas à serrer les rangs, ça va être compliqué. Hein. Si on va se retrouver comme africanisé, en fait, le continent africain, c'est leur plus gros problème, c'est ça. Hein. C'est que chacun bosse dans son camp, ils ont des pouvoirs qui sont énormes, sauf que comme ils passent plus de temps à se foutre sur la gueule en interne qu'à exploiter leurs compétences, ils n'arrivent pas à grossir depuis 70-80 ans. Quoi. Enfin, en Europe, on est un peu en train de connaître le même problème. Hein. On passe plus de temps à se foutre sur la gueule en interne qu'à chercher des solutions. C'est vrai que le plafond de verre du BEV est un problème. Mais ce sera aussi un problème pour la suite. Oui. On a 7 personnes pour construire un véhicule thermique aujourd'hui, 2 personnes pour construire un BEV. Et demain, donc du coup, on va y aller doucement. On va pas. Mais non. Non, mais c'est aussi parce qu'on a vu que la répartition de la valeur ajoutée de la voiture, elle est en Chine. Quoi. En Chine, ils ne sont pas du tout sur le même modèle. Je pense que si tu regardes sur sur le nombre de personnes pour construire une voiture électrique en Chine et le nombre de personnes pour construire une voiture électrique en Europe, tu n'es pas sur le même monde. Alors qu'avant, tu étais sur un monde équivalent. En fait, la voiture, tu as quasiment besoin de la même chose. Sauf que comme ce n'est pas les mêmes données d'entrée, tu te retrouves avec un transfert, c'est quoi salarial qui fait que ça devient problématique pour que ça rapporte. Non, il y a du boulot. Moi, on fait une batterie et la marche, voilà quoi. Voilà. On vous remercie beaucoup.